Bonjour à tout le monde, je vous propose d'explorer la carte mentale qui porte sur l'intégration sensorimotrice et sur quelques remarques concernant l'attention. Il s'agit d'une carte de synthèse qui vient un petit peu conclure l'ensemble des cours qui portent sur la motricité. Alors voici la carte mentale en question avec ses 4 branches. Nous allons commencer par quelques remarques concernant l'intimité qui existe entre les systèmes sensoriels et moteurs. Même quand on parle plus spécifiquement de motricité, on ne peut pas laisser de côté la dimension sensorielle. En fait, sensorialité et motricité sont complètement intriqués à tous les niveaux de la hiérarchie nerveuse. Alors, à certains niveaux de la hiérarchie, on arrive à distinguer assez simplement des éléments sensoriels et d'autres éléments qui sont des éléments moteurs, mais selon le niveau de la hiérarchie, ces éléments vont de moins en moins en fait se distinguer les uns des autres. On peut penser au cortex associatif où ça va être difficile de dire si les informations sont plus de nature sensorielle ou plus de nature motrice. Donc il y a une réelle intrication qui existe. D'autre part, les informations sensorielles, elles sont en jeu d'une part à tous les niveaux du système moteur et d'autre part elles vont intervenir dans tous les temps de la motricité. Alors les informations sensorielles effectivement interviennent à tous les niveaux du système moteur, aussi bien au niveau des circuits locaux qu'au niveau des neurones moteurs du tronc cérébral et au niveau des neurones moteurs du cortex, et ces informations vont aussi intervenir au niveau du cervelet ou encore des noyaux gris de la base. Donc c'est vraiment à tous les niveaux qu'elles vont intervenir de façon évidemment plus ou moins directe selon les niveaux concernés. D'autre part, les informations sensorielles interviennent à tous les temps de la motricité. Alors on peut le formuler de diverses manières, mais on peut se dire qu'avant l'action, finalement, l'utilisation des informations sensorielles va permettre de connaître la position du corps, ce qu'il y a dans l'environnement, et donc c'est ce qui va permettre de préparer la motricité. Pendant l'action, les informations sensorielles qui arrivent en permanence permettent toujours d'avoir connaissance de toutes ces informations et de pouvoir réguler la motricité. Et puis après l'action, eh bien, les informations sensorielles vont nourrir les apprentissages et elles vont permettre après l'action en fait de construire un certain nombre de souvenirs. Donc si on reformule ça de façon un petit peu différente, on peut dire que agir, eh bien, ça nécessite de connaître l'état présent, de s'appuyer sur les expériences passées et de simuler l'avenir, donc tout un ensemble d'éléments qui nécessitent pour ce faire les informations sensorielles. Et ces informations sensorielles vont intervenir aussi bien en boucle fermée, donc en feedback, qu'en boucle ouverte ou feed-forward. Une remarque à présent concernant le degré de conscience que l'on va avoir des composantes motrices, sensorielles et motrices. Et à ce sujet, je voulais simplement faire une remarque concernant ce que l'on observe chez des personnes qui présentent une lésion selon l'endroit où siège leur lésion. Il se trouve que des personnes vont être en mesure d'interagir avec des objets alors que ces personnes ne vont pas avoir conscience de ces objets, elles ne vont pas reconnaître en fait ces objets. C'est ce qui se passe quand il existe une lésion dans une voie qu'on appelle la voie ventrale, qui est parfois appelée la voie temporale ou la voie du quoi. Cette voie, c'est une voie qui va utiliser les informations visuelles pour finalement reconnaître les éléments. Donc toutes les informations visuelles vont être essentiellement intégrées au niveau du cortex visuel, donc au niveau occipital, et puis ces informations donc circulent dans une voie qui correspond à la région temporale, et là ces informations visuelles vont être mises en lien avec des informations stockées en souvenirs, et ça va permettre de reconnaître en fait l'objet en question. Eh bien, des personnes qui ont une lésion dans cette voie donc, ne vont évidemment plus pouvoir reconnaître les objets, mais ça ne va pas les empêcher d'interagir avec les objets. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une autre voie qu'on appelle la voie dorsale qui, elle, va permettre l'interaction avec les objets et qui, elle, ne présente pas de lésion. Alors justement, pour explorer un peu plus cette voie dorsale, on peut envisager le cas de figure de personnes chez qui il n'y a pas de lésion de la voie ventrale, mais une lésion de la voie dorsale. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, les personnes vont reconnaître les objets, vont avoir conscience des
les objets. Par contre, elles ne vont pas pouvoir interagir avec les objets parce qu'il n'y a plus possibilité en fait de construire une motricité en s'appuyant justement sur les informations visuelles. Donc ça montre ici que ces informations qui sont utilisées justement pour guider visuellement les mouvements vont passer par des processus inconscients, alors que bien sûr la reconnaissance des objets va impliquer un certain degré de conscience. Ces éléments, on peut les mettre en évidence à travers une illusion qui s'appelle l'illusion d'Ebbinghaus-Titchener, dans laquelle en fait on voit deux cercles qui ne sont pas environnés des mêmes objets, ce qui nous donne l'impression que ces deux cercles, bien qu'ils aient la même taille, l'un semble plus gros que l'autre. Donc on peut dire que globalement, c'est le traitement des informations dans la voie ventrale qui va générer cette perception, cette impression qu'un cercle est plus grand que l'autre. Mais si on fait mine avec notre main d'aller saisir l'un et l'autre de ces cercles, l'écartement que l'on va observer entre le pouce et l'index va être le même, parce que le système qui coordonne justement le mouvement de préhension avec ce qui est vu, se passe de la perception, c'est-à-dire de comment on perçoit les éléments. Ça se fait donc de façon indépendante à travers une circulation dans la voie temporale. Alors je vais poursuivre avec quelques remarques sur l'attention et commencer avec un exemple. Qu'est-ce qui va se passer quand on essaye d'acquérir une nouvelle habileté motrice, quand un adulte va se lancer dans l'acquisition d'une nouvelle habileté motrice, par exemple apprendre à taper au clavier d'ordinateur. Alors, dans ce cas-là, on peut identifier plusieurs stades en fait, de progression dans cet apprentissage. On peut parler d'un premier stade qui est un stade cognitif, c'est-à-dire que la personne va réfléchir sur la tâche, sur les conséquences de ses actions. Je vais placer mes mains d'une certaine manière sur le clavier. Je vais me dire, voilà, telle lettre se trouve à tel endroit, du coup je vais bouger tel doigt pour que cette lettre s'affiche sur mon écran. Donc la personne va s'entraîner en réfléchissant, donc à ce moment-là, elle est vraiment dans une phase très consciente en fait de l'apprentissage, et puis progressivement, on va passer à un stade associatif où la personne va un peu se désengager un peu sa conscience et va plutôt expérimenter un peu par essai-erreur, donc voilà ces mouvements. Et puis, plus l'entraînement se poursuit, plus on va tendre vers le dernier stade. Le dernier stade, c'est le stade automatique. C'est le stade auquel l'exécution donc du mouvement en question va se faire de façon inconsciente et de façon aussi très, très rapide. Alors, ces apprentissages qui se font, qui vont se faire à tous les temps de la vie de l'organisme, sont possibles parce que le tissu nerveux a une certaine plasticité, parce que tout simplement, les réseaux de neurones présentent une certaine plasticité, une certaine malléabilité. Et ce qu'on peut souligner, c'est que à travers ce type d'apprentissage où on va automatiser finalement l'habileté motrice, quelque part, ça va libérer en fait l'attention. On peut prendre l'exemple d'un musicien, lorsqu'il apprend à utiliser son instrument, il va être pas mal centré sur les mouvements qu'il va faire, par exemple les mouvements de ses doigts, mais avec finalement la progression et l'automatisation de la tâche, il va pouvoir porter son attention non plus sur les mouvements de ses doigts, mais il va pouvoir porter son attention par exemple sur la mélodie et peaufiner encore sa pratique. Alors, par rapport à ces éléments, on peut se poser la question suivante, on peut se demander finalement est-ce qu'il est possible de faire attention à plusieurs informations à la fois et est-ce qu'il est possible de faire plusieurs choses à la fois. Alors on peut remarquer que si notre attention est portée sur plusieurs informations donc en même temps, de façon à faire plusieurs choses en même temps, on se trouve à ce moment-là dans une situation dite d'attention partagée. On va partager effectivement notre attention sur plusieurs informations en essayant de faire plusieurs choses à la fois. Et en général, ce qu'on va observer, c'est que dans ces situations-là, les performances sont très détériorées. Elles sont très détériorées parce que tout simplement, nos ressources attentionnelles, on peut parler aussi de nos capacités attentionnelles, elles sont limitées. Il y a vraiment un réservoir limité de capacités
attentionnelle. On peut dire que globalement, effectivement, inconsciemment, et donc nos récepteurs sensoriels récoltent en permanence une masse énorme d'informations qui vont être traitées de façon inconsciente en fait dans le système nerveux, mais il y a seulement certaines de ces informations qui vont accéder à la conscience. Il y a comme un goulet d'étranglement qui existe ici, du fait donc de ces ressources qui sont justement limitées. Alors, comment s'en sortir? Comment malgré tout réussir à faire plusieurs choses à la fois? On peut dire que le moyen de s'en sortir, c'est d'automatiser une tâche. C'est ce qui fait que je vais être capable, après avoir épluché des milliers de légumes, je vais être capable d'éplucher des légumes et puis d'écouter la radio en même temps. Alors, évidemment, je vais pouvoir éplucher les légumes, mais ça va être possible à partir du moment où mon environnement est sans surprise. Si j'épluche, des pommes de terre qui sont toutes à peu près calibrées de la même façon, c'est pas un problème. Par contre, si j'épluche des pommes de terre qui présentent des aspérités, et bien à ce moment-là, l'environnement n'est plus sans surprise, il y a des imprévus, et quand il y a un imprévu, je vais pas pouvoir rester sur quelque chose sur une automatisation. Il va falloir que je porte mon attention à ce qui se passe pour pouvoir corriger en fait ce qui se fait. Et l'erreur, elle peut être fatale dans ce cas-là. Je peux très bien faire un faux mouvement avec mon économe et me couper, m'entailler la peau. Dans ce cas-là, c'est pas trop grave. Mais si on pense à d'autres situations, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. C'est ce qui se passe si on téléphone en même temps qu'on conduit. Au moindre imprévu dans l'environnement, c'est l'accident qui guette, accident qui peut être fatal. Donc, ce qu'on peut finalement dire, c'est que on ne peut pas en fait faire plusieurs choses en même temps, et en tout cas c'est fortement déconseillé quand le risque est important. Alors je reviens sur ce que j'évoquais, à savoir le fait qu'il y a énormément d'informations sensorielles, une infinité d'informations sensorielles qui sont en permanence récoltées par tous nos récepteurs sensoriels. Et on peut souligner aussi une chose, finalement, c'est que toutes ces informations, il y en a donc, on l'a dit, que quelques-unes qui vont aboutir à la conscience, et c'est ce qu'on peut mettre en lien avec justement le fait que les réponses motrices que l'organisme va pouvoir déployer sont limitées. On n'a pas 50 bras, on n'en a que 2, donc on ne peut pas faire beaucoup de choses de façon simultanée. Et l'attention va justement opérer une sélection sur les informations qui vont arriver, qui vont être connues, qui vont devenir en fait conscientes. Alors remarquons une chose, c'est que l'attention, on peut l'orienter de façon volontaire. Je peux volontairement porter mon attention sur un texte que je vais lire et être attentive à ce texte qui va avoir du coup du sens pour moi. Et puis, quand je lis ce texte, parfois, je vais quitter le texte parce que mon attention, elle peut être happée par différentes stimulations. Ça peut être des stimulations extérieures. Si je suis en train de lire et d'un coup, il y a un bruit dans mon environnement ou un éclair qui zèbre le ciel, mon attention va être attirée à ce moment-là par ces éléments du monde extérieur. Après, ça peut être aussi mon attention qui va être happée par des éléments internes, des pensées qui passent. Peut-être que je suis en train de lire et d'un coup, je pense au fait qu'il faut aller préparer le repas. Du coup, ça me traverse l'esprit. Du coup, je commence finalement à lâcher ce que je suis en train de lire pour porter mon attention sur le repas qu'il va falloir que je prépare. Parfois, mes yeux vont continuer à parcourir le texte et c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a des fois continué à parcourir un texte mais qu'on est incapable de dire de quoi parlait le texte parce qu'on était finalement ailleurs. Parce que notre attention, elle a été détournée par des stimulations internes, par nos propres pensées. Alors parfois, évidemment, ça peut être agaçant, ce type de situation. Ce qu'il faut noter, c'est que le fait que notre attention puisse être happée par des stimulations de l'environnement ou même par des stimulations internes, c'est important en termes de survie. C'est-à-dire que c'est par exemple ce qui va me permettre de voir qu'il y a un prédateur dans mon environnement et ça va me permettre donc de me mettre en sécurité. C'est la même chose pour les stimulations internes. On peut repenser à quelque chose de très
très important, et du coup on va pouvoir réaliser cette chose importante, ou si on ne veut pas la réaliser tout de suite, le mieux pour ne pas être embêté avec, c'est de la noter sur une feuille de papier qu'on n'oubliera pas de consulter ensuite, de façon à ce qu'elle nous occupe plus l'esprit et qu'on puisse reporter notre attention sur le texte qu'on était en train de lire. Donc ça pour dire qu'on ne peut pas faire grand-chose contre cette sorte de détournement de l'attention, et le plus important c'est surtout de cultiver une certaine forme de souplesse pour pouvoir passer, surtout revenir d'une attention donc, qui a été happée par des éléments, de pouvoir à nouveau réorienter notre attention sur l'élément qui nous intéressait, à savoir le texte là qu'on était en train de lire. Et donc comme je le disais, l'idéal c'est de faire une seule chose à la fois. C'est ce qui va nous permettre vraiment de nous centrer sur ce qu'on est en train de faire, et ce qui va faciliter justement notre orientation de notre attention sur une tâche donnée, c'est de bien définir la tâche. C'est important que l'objectif soit clair. Pour que ce soit clair, c'est important de le découper en sous-objectifs et surtout en actions qui vont être concrètes et qui vont être inscrites dans le temps. C'est le meilleur moyen pour réussir à conserver en fait notre attention sur un élément, avec toujours cette idée que la souplesse reste indispensable. Alors, après ces remarques, eh bien, je vais tout à fait conclure sur la question de la motricité, et en particulier sur la manière dont un mouvement s'organise de façon un peu schématique. On peut dire que le mouvement va s'organiser au niveau des cortex associatifs qui vont un petit peu dialoguer ensemble. De ce dialogue émerge finalement une forme d'intention motrice. Cette intention motrice, elle va commencer à être traduite en programme moteur par les aires motrices secondaires, l'APM, l'aire prémotrice latérale, et puis l'AMS, l'aire motrice supplémentaire. Et ce programme moteur va être affiné. L'idée même de cette motricité va être affinée avec des structures qui s'insèrent un petit peu en parallèle de la hiérarchie motrice que nous avons évoquée, qui sont le cervelet et les noyaux gris de la base. Et puis, ce programme moteur, une fois qu'il a commencé à être élaboré, il va être compilé, et puis il va être lancé par l'aire motrice primaire, qui va envoyer, via les voies descendantes, les ordres vers les motoneurones, dont l'activité va ainsi être modulée. Et ces motoneurones vont au final envoyer à leur tour un message vers les muscles. Ces messages, ce sont les ordres moteurs qui vont être au final exécutés par les muscles. Et donc bien sûr, ce mouvement, quand il est programmé, quand il se réalise, et puis une fois qu'il est réalisé, va mettre en jeu un certain nombre de structures, et il va notamment être régulé. Il va être régulé par pas mal de structures qui vont être en jeu. On peut évoquer à nouveau le cervelet, les noyaux gris de la base, et cette régulation, bien sûr, va se faire, comme nous l'avons déjà mentionné, via un appui sur les informations sensorielles qui sont donc indispensables à la motricité et qui sont omniprésentes, comme on l'a dit, à tous les niveaux de cette sorte de hiérarchie motrice que nous avons construite, et à la fois à tous les temps de la motricité. Voilà, nous avons terminé avec cette carte, et je vous dis à bientôt pour l'exploration d'une prochaine carte.